14h30, la lumière de Ouagadougou s'est éteinte comme un cœur qu'on débranche. 5 minutes plus tard, tous les signaux, toutes les ondes et la confiance d'un peuple avaient disparu. Et pourtant, dans ce vide numérique, une question surgit. Pourquoi chercher à effacer tout cela? Un réseau, un homme ou l'idée même qu'incarne Ibrahim Traoré? Cette nuit-là, la guerre ne se déclarait pas par des armes, mais par des signaux. Dans ce silence soudain, un message était envoyé. Ibrahim Traoré savait que la véritable bataille se jouerait non pas dans les rues, mais dans les mémoires. Ibrahim Traoré se trouvait face à un défi sans précédent. Cette nuit-là, l'obscurité s'abattit sur Ouagadougou, éteignant les lumières et isolant une nation entière. Mais derrière ce silence inquiétant, une autre guerre se dessinait, celle de l'information et de la souveraineté. Comment un pays peut-il se protéger lorsque la menace ne se situe plus sur le terrain militaire, mais dans les réseaux invisibles, dans l'espace numérique? Ibrahim Traoré devait défendre non seulement la sécurité nationale, mais aussi la confiance du peuple dans son gouvernement. Les failles révélées cette nuit-là n'étaient pas seulement techniques, elles étaient sociales, culturelles et politiques. Une nation en crise, une nation vulnérable, une nation à reconstruire. La bataille allait au-delà de la simple sécurité. Il s'agissait de rétablir l'indépendance et la souveraineté face à des forces invisibles, étrangères et internes. Ibrahim Traoré avait alors un choix décisif à faire: conserver le pouvoir ou redéfinir les principes même de la nation. À 2h30, la capitale du Burkina Faso plongea dans une nuit numérique. L'électricité s'éteignit. Les caméras de surveillance cessèrent de tourner et en moins de 10 minutes, le réseau de communication du pays était paralysé. Ce n'était pas un simple incident technique, mais un assaut ciblé, réfléchi et précis. En quelques secondes, l'ennemi ne frappait plus avec des armes, mais avec des lignes de code. Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée, réalisa alors que ce n'était pas un simple sabotage local, mais un message global. Une attaque visant non seulement son pays, mais aussi la souveraineté de l'Afrique. Les premières analyses des experts confirmèrent que ce n'était pas le travail de groupes armés locaux, mais plutôt d'une organisation aux capacités très supérieures. Les brouilleurs portatifs, utilisés pour neutraliser les drones, ainsi que des explosions synchronisées, avaient déstabilisé les systèmes de sécurité du pays. Les témoins racontaient avoir vu des véhicules sans phare, et certains murmuraient que des étrangers faisaient partie des assaillants. Ce qui semblait être un coup d'État ordinaire s'est rapidement révélé être une manœuvre beaucoup plus subtile et plus dangereuse. Pour Ibrahim Traoré, il ne s'agissait pas seulement de défendre un territoire, mais de comprendre comment un pays peut être attaqué sans que la guerre ne se déclare officiellement. C'est dans cette fracture invisible que résidait la véritable menace. Cependant, ce fut aussi un moment de révélation. Le pouvoir ne réside plus uniquement dans les armées, mais aussi dans les systèmes numériques, les informations et les perceptions. Suite à l'attaque, Ibrahim Traoré adopta une approche calme mais déterminée. Plutôt que de se précipiter pour accuser ou se venger, il chercha à comprendre la mécanique de l'attaque. Il posa une question simple lors de la réunion de crise. Où avons-nous été aveuglés? Cette question n'était pas une critique, mais une manière d'explorer les failles du système. Traoré savait qu'une nation pouvait être attaquée sans qu'aucune armée ne franchisse ses frontières. Ce constat obligeait le pays à repenser sa sécurité, et ce, non seulement à travers une perspective militaire, mais également numérique et sociale. Les experts en cybersécurité, aux côtés des militaires et des juristes, formèrent une équipe mixte pour analyser et restaurer les systèmes critiques. Mais ce qui était plus important encore, c'était la réaction du peuple. Le Burkina Faso, bien que choqué, restait unifié dans cette épreuve. La réponse de Traoré ne se limita pas à un simple rétablissement de l'ordre. Il s'agissait de réaffirmer la souveraineté nationale, mais cette fois dans un cadre hybride où la technologie et l'information jouent un rôle clé. Les mesures prises après l'attaque ont souligné l'importance de reconstruire la confiance et l'autonomie, de sorte que même dans l'ère numérique, la nation puisse se défendre contre de telles menaces. L'attaque débuta à 2h30 du matin, lorsque les premières coupures d'électricité plongèrent Ouagadougou dans l'obscurité.
En l'espace de quelques minutes, l'ensemble des systèmes de surveillance et de communication du pays furent interrompus, mais ce qui se produisit ensuite ne ressemblait en rien à un coup d'État classique. Des signaux de brouillage apparurent, perturbant les drones et les systèmes de défense du pays. En parallèle, des explosions de faible intensité furent utilisées pour distraire les unités de sécurité, les dirigeants vers des zones fictives. Cette manœuvre fut un coup de maître, mais la riposte fut rapide. Dès qu'il prit conscience de l'ampleur de l'attaque, Ibrahim Traoré mobilisa ses forces et ordonna la fermeture immédiate de l'espace aérien, tout en rétablissant les services essentiels manuellement. Pendant cette période, les unités militaires s'organisèrent pour protéger les sites stratégiques. Mais les experts en cybersécurité avaient aussi un rôle crucial à jouer. Ils constatèrent que l'attaque n'était pas seulement une série de coupures de courant, mais un assaut numérique hautement sophistiqué. Des fragments de codes militaires étrangers, en particulier ceux associés à des protocoles utilisés par l'OTAN, furent découverts dans les systèmes infiltrés. Les informations recueillies indiquaient clairement que l'attaque provenait d'acteurs extérieurs ayant des capacités bien au-delà de ce que pouvaient faire les groupes armés locaux. Traoré, toujours calme, comprit alors que ce genre de guerre ne pouvait être défendu par des soldats seuls. C'était la mémoire nationale, la souveraineté numérique et la sécurité de l'information qui devraient désormais être au cœur de la stratégie de défense. Les premières analyses ont rapidement révélé l'ampleur de l'attaque. Les chiffres étaient accablants, plus de 30% des systèmes critiques du pays avaient été compromis dans les premières minutes. Le premier constat fut que les infrastructures énergétiques et de communication avaient été ciblées avec une précision alarmante. Mais les données ne s'arrêtaient pas là. Des rapports d'experts ont montré que plusieurs serveurs militaires et civils avaient été saturés en simultané, générant une surcharge systémique qui a paralysé les transmissions. Cette coordination parfaite a révélé que l'attaque ne pouvait être le fruit d'un hasard. Les preuves accumulées ont mis en évidence des éléments clés. 3 équipes distinctes de cyberattaquants ont été identifiées, chacune utilisant des techniques de brouillage et de piratage de manière parfaitement synchronisée. Des experts en sécurité ont déterminé que ces attaques étaient bien plus complexes que des incidents techniques. Le niveau de sophistication des intrusions était si élevé qu'ils ne pouvaient pas provenir de groupes locaux, mais de puissances extérieures possédant des ressources importantes. Les fragments de code récupérés ont également été analysés, et certains d'entre eux ont montré une ressemblance frappante avec les protocoles utilisés par l'OTAN, ce qui a conduit à des spéculations sur une possible ingérence étrangère. Dans les heures qui ont suivi l'attaque, Ibrahim Traoré a été informé que 37 serveurs avaient été touchés. Cela représentait plus de la moitié des systèmes de communication et de gestion des ressources du pays. Le retour à la normale a pris plusieurs jours, et la reconstruction des infrastructures a nécessité l'intervention de plus de 200 techniciens. La question qui se posait alors était de savoir combien de temps un pays pouvait résister à une telle attaque sans perdre sa souveraineté. L'ampleur de la déstabilisation a forcé le gouvernement burkinabé à prendre des mesures immédiates pour renforcer la cybersécurité nationale. Les responsables de la cybersécurité ont également révélé que les attaques avaient exploité des failles qui n'avaient pas été détectées à temps. En particulier, des points d'accès aux systèmes critiques avaient été négligés en raison de leur faible surveillance. Ces vulnérabilités étaient en grande partie dues à une dépendance excessive à des technologies étrangères qui avaient permis aux assaillants de pénétrer sans résistance. L'incident a donc soulevé des questions non seulement sur la sécurité numérique du Burkina Faso, mais aussi sur sa dépendance aux infrastructures extérieures. Les autorités burkinabées ont conclu que l'attaque ne visait pas seulement à perturber les systèmes du pays, mais à tester ses vulnérabilités en vue d'une guerre hybride à plus grande échelle. La leçon apprise était claire. Dans l'ère moderne, la guerre ne se gagne plus uniquement par la force militaire, mais par la capacité à protéger et sécuriser les informations sensibles. L'attaque du 14 octobre a provoqué une série de débats dans la communauté internationale et 2 grandes écoles de pensée se sont rapidement confrontées. La première vision, portée par certaines chancelleries occidentales, affirmait que l'attaque était le résultat d'un dysfonctionnement interne
amplifiée par la paranoïa d'un régime encore jeune. Selon cette analyse, la coupure de courant et les pannes des réseaux ne seraient que des conséquences de failles internes, sans lien avec une ingérence extérieure. Ces analystes plaident que l'attaque aurait été le fruit de mauvaises pratiques de gestion des infrastructures locales, exacerbées par des tensions politiques internes. Cependant, une autre interprétation, défendue par les analystes burkinabés et plusieurs experts de la région, proposait une lecture différente. Selon eux, l'attaque avait des signes évidents de coordination et de planification. Les brouillages simultanés, l'intrusion dans des systèmes critiques et la synchronisation parfaite des attaques prouvaient que ce n'était pas simplement le résultat d'un sabotage mal organisé. Les experts suggéraient que cette attaque s'inscrivait dans une stratégie hybride de déstabilisation, une méthode où l'ennemi cherche à neutraliser un État sans recourir à une confrontation militaire directe. Ces spécialistes soutiennent que l'attaque était un test, une évaluation de la vulnérabilité du Burkina Faso, à la fois sur le plan militaire et numérique. Ibrahim Traoré, quant à lui, a adopté une position plus mesurée. Bien qu'il n'ait pas nié les vulnérabilités internes de son pays, il a insisté sur le fait que cette attaque n'était pas un accident. Il a affirmé que l'ennemi cherchait à observer la réaction du Burkina Faso, non pas à s'emparer du pays, mais à évaluer sa résistance à une guerre numérique. Il a même suggéré que l'incident offrait une occasion de renforcer les mécanismes de défense nationale. Il n'a pas voulu se laisser guider par une vision complotiste, mais a rejeté l'idée que ce soit une simple défaillance interne. Pour lui, comprendre cette attaque, c'était accepter que la guerre moderne ne se faisait pas seulement sur le terrain, mais aussi dans l'espace virtuel. Les positions étaient donc partagées. Une partie des analystes voyait l'attaque comme une défaillance technique interne, tandis que l'autre pensait qu'il s'agissait d'un test externe. Ibrahim Traoré, cependant, a vu au-delà de ces débats idéologiques. Il a compris que le Burkina Faso devait se préparer à de futures attaques de ce type, tout en renforçant son indépendance numérique et sa souveraineté. Ce qui était en jeu, ce n'était pas seulement une guerre contre un ennemi visible, mais contre une menace invisible qui visait à affaiblir le pays de l'intérieur. À mi-parcours de cette crise, il est devenu évident que l'attaque du 14 octobre n'était pas simplement une tentative de déstabilisation, mais une stratégie soigneusement orchestrée. Ce n'était pas une attaque militaire, c'était un test, a déclaré Ibrahim Traoré, une phrase qui allait redéfinir la perception de l'incident. Traoré a compris que cette attaque ne visait pas à envahir, mais à observer. Comment réagirait un pays lorsqu'il serait plongé dans le chaos numérique sans précédent ? En réalisant cela, l'ampleur du défi s'est faite plus claire. Ce n'était pas un simple coup de force, mais un avertissement. Une guerre invisible avait été lancée, et le Burkina Faso était désormais une cible dans une confrontation beaucoup plus large. Ibrahim Traoré a donc adopté une stratégie qui allait au-delà de la simple réponse militaire. Il a décidé que la souveraineté numérique serait désormais au cœur de la défense nationale. Le pays devait se reconstruire non pas en rendant des comptes à des puissances extérieures, mais en renforçant sa propre résilience face à des attaques invisibles. Cette prise de conscience, bien que choquante, a aussi été libératrice. Le Burkina Faso, dans la tourmente, savait désormais que sa défense se jouerait autant sur le terrain des technologies que sur celui des armes. Les conséquences de l'attaque du 14 octobre se sont étendues bien au-delà de la simple paralysie des systèmes de communication. En quelques heures, l'équilibre fragile du pays a été profondément perturbé. Mais ce qui a été frappant, c'est la manière dont la société burkinabé a réagi à la crise. Dans un premier temps, l'incertitude a envahi les rues et des rumeurs ont rapidement circulé, alimentant la peur. Cependant, cette peur n'a pas été totalement négative. Elle a stimulé une prise de conscience collective. Les citoyens ont commencé à se questionner sur la sécurité de leurs informations et leur vulnérabilité face aux menaces extérieures. Pour Ibrahim Traoré, cette situation a souligné l'importance d'une réponse coordonnée entre l'État et la société civile. Tandis que le gouvernement mettait en place des mesures de cybersécurité, un autre aspect de la crise est devenu évident. L'attaque n'était pas seulement un choc pour les infrastructures, mais un coup porté à la confiance du peuple dans ses institutions.
La véritable bataille ne se déroulait pas uniquement sur le terrain des technologies, mais aussi dans les cœurs et les esprits des Burkinabés. Traoré a rapidement compris que la restauration de cette confiance était essentielle pour maintenir l'unité nationale. Les secteurs les plus touchés par la crise étaient les services bancaires et financiers, avec des baisses de transactions de plus de 28% pendant les 3 premières semaines suivant l'attaque. Les marchés des principales villes, comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ont été gravement affectés. Le Burkina Faso a dû mettre en place un réseau de paiement mobile alternatif pour permettre aux citoyens de continuer leurs transactions. Mais cet aspect d'urgence a renforcé le sentiment d'autonomie du pays face à des influences étrangères. En parallèle, la crise a renforcé les tensions internes. Des ministères se sont accrochés sur la manière de gérer les informations relatives à l'attaque. Certains plaidaient pour plus de transparence, d'autres craignaient que des informations trop détaillées ne fragilisent encore davantage l'image du gouvernement. Ce débat interne a montré que même en temps de crise, le gouvernement devait naviguer entre le besoin de protéger ses citoyens et celui de préserver la stabilité politique. À l'international, l'attaque a fait réagir les pays voisins. Les gouvernements du Mali et du Niger ont exprimé leur solidarité avec le Burkina Faso, tandis que les chancelleries occidentales ont adopté une position plus prudente. En Europe et aux États-Unis, les autorités ont déclaré qu'il n'y avait aucune preuve tangible d'une ingérence étrangère. Mais certains analystes burkinabés ont continué de soutenir que cette attaque portait la signature d'une opération hybride menée par des puissances extérieures. Les résultats de cette crise ont donc été multiples. Si l'on considère les effets immédiats, les pertes économiques ont été sévères, mais elles ont aussi servi de catalyseur pour des réformes nécessaires. Le pays s'est tourné vers une plus grande autonomie numérique et a mis en place des politiques de cybersécurité visant à protéger les infrastructures critiques. Dans une note positive, ce qui semblait être une défaite a fini par renforcer le sentiment d'unité nationale. La capacité du Burkina Faso à réagir et à surmonter cette crise en a fait un modèle de résilience pour d'autres nations de la région. À court terme, les premiers mois suivant l'attaque seront cruciaux pour déterminer la direction que prendra le Burkina Faso. Le pays a déjà mis en place une série de mesures pour renforcer sa cybersécurité et garantir la stabilité interne. Dans le premier scénario, le Burkina Faso poursuit sa ligne actuelle. Il consolide ses alliances régionales avec le Mali et le Niger, renforce la coopération en cybersécurité et adopte une diplomatie prudente vis-à-vis de l'Occident. Cette voie pourrait permettre une croissance modeste de 2,4% sur les 6 à 12 prochains mois, mais elle reste vulnérable à des pressions extérieures. Les tensions sécuritaires demeureront élevées et le pays devra jongler avec les effets économiques de la crise tout en maintenant l'unité nationale. Les investissements étrangers seront limités et l'avenir économique dépendra largement de la capacité à maintenir un équilibre entre ouverture et sécurité. Dans un second scénario, Ibrahim Traoré réussit à transformer la crise en une opportunité pour renforcer la souveraineté nationale et bâtir une défense intégrée. Le Burkina Faso chercherait à élargir ses partenariats économiques avec des puissances non occidentales comme la Chine, la Russie et la Turquie, tout en consolidant des bases solides pour une coopération régionale en matière de sécurité. Cela pourrait entraîner une diversification des investissements, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables et des infrastructures numériques, et pourrait aboutir à une croissance plus robuste. Ce scénario offrirait également un plus grand degré d'indépendance vis-à-vis des influences extérieures, mais nécessiterait un consensus politique interne difficile à maintenir. Le troisième scénario, plus sombre, envisage une situation où les tensions internes du pays continuent d'empirer et où le climat de méfiance s'installe durablement. Si les divisions internes ne sont pas résolues, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation de stase économique et politique. La désinformation continuera d'alimenter la fracture sociale et la capacité du gouvernement à attirer des investissements étrangers sera gravement compromise. Cette paralysie pourrait entraîner une diminution de la confiance dans les institutions et une détérioration des relations régionales et internationales.
Le pays risquerait de se retrouver isolé et vulnérable à de nouvelles tentatives de déstabilisation, non seulement économique, mais aussi sociale et politique. Les trois scénarios mettent en lumière la nécessité pour le Burkina Faso de renforcer ses fondations, que ce soit en matière de cybersécurité, d'autonomie économique ou de cohésion sociale. Le choix de Traoré sera crucial. Continuer à gérer la crise en espérant que l'équilibre fragile tiendra ou saisir cette opportunité pour réinventer le modèle de défense et de développement du pays. Pour les Burkinabés, l'attaque du 14 octobre a eu un impact bien au-delà des conséquences immédiates sur les infrastructures. C'est une nation qui a appris à ses dépens que l'indépendance ne se définit pas seulement par la capacité à défendre son territoire, mais aussi par la capacité à protéger ses informations et à maintenir la confiance de son peuple. Cette crise a créé une prise de conscience collective. Chaque citoyen est désormais conscient du rôle qu'il joue dans la défense de la souveraineté nationale, même de manière silencieuse dans son usage quotidien des technologies. Les groupes sociaux, auparavant indifférents aux enjeux numériques, ont vu leur réalité changer. Des associations locales ont commencé à organiser des formations en cybersécurité dans les écoles et dans les communautés rurales. Leurs efforts visent à doter la jeunesse burkinabé des compétences nécessaires pour défendre les infrastructures numériques du pays et reconnaître les manipulations de l'information. Ce mouvement de sensibilisation a ouvert une nouvelle voie pour l'éducation civique, où la technologie devient un outil de résistance et de souveraineté. Dans les rues, les marchés et même dans les cafés, les Burkinabés commencent à se poser des questions sur la vérité de ce qu'ils consomment, aussi bien sur le plan médiatique que numérique. Cette crise a révélé à chacun que, pour défendre son pays, il ne suffit pas de lutter contre des adversaires visibles. Le véritable défi réside dans la gestion des flux d'informations, la détection des mensonges et des manipulations, et la reconstruction d'une confiance nationale qui ne peut être imposée mais doit être cultivée. Ainsi, cette crise n'a pas seulement marqué un tournant dans la sécurité du Burkina Faso, mais aussi dans la manière dont ses citoyens perçoivent leur rôle dans la préservation de la liberté et de la souveraineté. L'engagement des citoyens, des jeunes aux anciens, est désormais au cœur de la résistance face à un monde de plus en plus connecté et vulnérable. Après l'attaque du 14 octobre, la priorité pour le gouvernement du Burkina Faso a été de restaurer la sécurité et la stabilité. Toutefois, cette crise a aussi ouvert une opportunité de réinventer le pays sur de nouvelles bases en renforçant les mécanismes de défense numérique et la résilience économique. Ibrahim Traoré a d'ores et déjà annoncé un plan en 3 étapes pour renforcer la cybersécurité et protéger la souveraineté numérique du pays. Premièrement, la création d'une agence nationale de cybersécurité a été lancée. Cette institution aura pour rôle de superviser et de protéger les infrastructures critiques du pays, de l'énergie aux communications, en passant par les systèmes de défense. Des experts locaux et internationaux seront recrutés pour auditer les systèmes existants et concevoir des solutions adaptées aux menaces spécifiques du Burkina Faso. Deuxièmement, le gouvernement prévoit un investissement massif dans l'éducation numérique. L'objectif est de doter les jeunes générations de compétences en cybersécurité et en gestion des technologies de l'information. Ces formations seront dispensées dans les écoles et à travers des programmes communautaires avec une attention particulière portée à la formation des techniciens et des ingénieurs locaux. Il s'agit de rendre le pays plus autonome sur le plan technologique. Enfin, la diversification économique devient une priorité. Le Burkina Faso entend réduire sa dépendance aux investissements étrangers en développant de nouveaux partenariats avec des pays et des entreprises qui partagent ses valeurs d'indépendance et de souveraineté. Le pays prévoit des projets dans les secteurs de l'énergie renouvelable, des infrastructures numériques et de l'agriculture durable pour créer une économie plus résiliente aux chocs externes. En parallèle, un renforcement des mécanismes de transparence et de gouvernance a été annoncé. La lutte contre la désinformation, notamment par le biais d'une meilleure régulation des médias et des réseaux sociaux,
sera essentiel pour restaurer la confiance du public et garantir que la vérité prévaut sur la rumeur. Ce qui s'est passé à Ouagadougou le 14 octobre n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Le courage d'Ibrahim Traoré, son calme face à la tempête numérique et sa détermination à reconstruire une nation plus forte sont devenus des symboles de résilience. En réalité, cette nuit-là, le pays n'a pas seulement survécu à une attaque, il a fait face à un défi invisible et a choisi de ne pas céder. Le leadership de Traoré, plutôt que de rechercher des boucs émissaires, a cherché à transformer l'humiliation en force. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'est plus simplement un territoire, mais un symbole de souveraineté numérique. La guerre pour l'indépendance ne se joue plus dans les champs de bataille, mais dans les lignes de code, dans les informations partagées et dans la manière dont une nation se tient debout face à des adversaires invisibles. Ibrahim Traoré a compris que la véritable guerre de demain serait menée avec des idées, des convictions et des réseaux, non avec des armes. Le Burkina Faso s'est donné un nouveau but, rester debout, défendre sa vérité et reconstruire sa souveraineté, dans un monde où la vérité elle-même doit être protégée. À travers la crise du 14 octobre, le Burkina Faso a montré que la véritable force d'une nation réside dans sa capacité à se relever face à l'invisible, à défendre sa souveraineté, même lorsqu'elle est attaquée par des moyens numériques. Mais ce combat ne s'arrête pas là. Il appartient à chaque citoyen, chaque communauté et chaque nation de comprendre l'importance de protéger l'information et de rester vigilant face aux nouvelles formes de guerre. Le Burkina Faso a ouvert la voie, mais ce n'est qu'un début. À l'échelle mondiale, la question reste. Combien d'autres nations se prépareront à ce type de guerre numérique ? Le Burkina Faso a montré qu'il est possible de résister, de reconstruire et d'aller de l'avant, mais cela nécessite une collaboration mondiale, un échange d'idées et un engagement mutuel pour protéger nos libertés numériques. Le défi est là, et la question se pose à nous tous. Sommes-nous prêts à défendre notre souveraineté à l'ère du numérique ? Ensemble, nous pouvons protéger la vérité et assurer un avenir où l'indépendance n'est pas seulement une notion, mais une réalité. Partagez cette histoire et réfléchissons ensemble à ce que cela signifie pour nous.